Elle a envoyé un message disant qu'elle allait de l'avant avec le divorce et s'attendait à ce que je reste en retrait. J'ai répondu que cela me convenait. Ensuite, j'ai contacté mon avocat, partagé les finances et ajusté les comptes. Un appel de son avocat a suivi peu après. Les détails avaient changé. Mercredi soir à 23h32, mon téléphone s'est allumé avec un message qui allait tout changer. J'étais assis sur le canapé dans notre maison d'Aix-en-Provence, consultant les scores de foot avant de me coucher, quand le message d'Amandine est apparu. Bref et formel, comme si elle résiliait un contrat. Je vais de l'avant avec le divorce. J'ai besoin que tu respectes ma décision et que tu ne te mettes pas sur mon chemin. J'ai déjà pris des dispositions pour loger ailleurs. Nous pouvons régler les détails par l'intermédiaire de nos avocats. Pas d'appel téléphonique, pas de conversation en face à face après 11 ans de mariage. Juste un texto reçu pendant que je parcourais les actualités sportives. Je l'ai lu une fois, puis une autre fois pour m'assurer que j'avais bien compris. Les mots n'avaient pas changé. Je suis resté assis là pendant exactement 30 secondes, puis j'ai tapé ma réponse, compris. Un seul mot. J'ai appuyé sur envoyer. L'horodatage indiquait 23h33, une minute après le sien. J'ai fixé l'écran, attendant autre chose. Une explication, un second message disant qu'elle ne le pensait pas. N'importe quoi. Mais rien n'est venu. Juste le silence, et ce message froid et formel qui restait dans mon historique. Le jeudi matin est arrivé trop vite. Je me suis réveillé à 6h15 en espérant que la veille n'avait été qu'un cauchemar dû au stress. Ce n'était pas le cas. Les vêtements d'Amandine étaient toujours suspendus dans le placard, ses chaussures alignées près de la porte, mais elle n'était pas là. La maison semblait différente. Vide d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé un mot de son écriture, « Je reste chez Julie pour l'instant ». J'ai préparé du café et je me suis assis à la table de la cuisine, me donnant exactement 10 minutes pour ressentir ce que j'allais ressentir. Le choc, surtout. Un peu de peine. Un étrange sentiment de soulagement que je ne voulais pas examiner de trop près. Quand le minuteur de mon téléphone a sonné, je me suis levé et je me suis mis au travail. Si elle voulait que cela soit géré comme une affaire, alors je le gérerais comme une affaire. Mon premier appel a été pour maître Richard Bellamy, un avocat avec qui j'avais travaillé sur une révision de contrat 2 ans auparavant. J'ai laissé un message détaillé à 7h08, transférant le texto d'Amandine pendant que j'étais au téléphone. Il m'a rappelé à 8h45, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix même à travers le téléphone. Ce message est exactement ce dont nous avons besoin, a-t-il dit. Abandon clair du domicile conjugal et intention déclarée de divorcer. Elle demande une procédure judiciaire. Elle documente son départ. Ne supprimez rien. Faites des captures d'écran de tout. C'est de l'or en barre. Deuxièmement, les finances. À 10h30, j'étais assis dans une banque différente de celle que nous avions utilisée ensemble, ouvrant un nouveau compte chèque individuel. Notre compte d'épargne commun contenait 87 000 €. J'ai calculé exactement la moitié, à l'euro près, 43 500 €. J'ai transféré ce montant sur mon nouveau compte et j'ai changé les informations pour le virement de mon salaire. Puis je suis rentré chez moi et j'ai créé une feuille de calcul détaillée répertoriant chaque compte partagé, chaque carte de crédit, chaque bien que nous possédions ensemble. Je voulais une documentation de tout. Troisièmement, la sécurité. J'ai appelé un serrurier et changé le code de la porte de garage à 11h15. À 13h, pendant ce qui aurait été ma pause déjeuner, un serrurier était à la maison pour changer toutes les serrures. J'ai documenté chaque changement avec des photos et des horodatages. Si elle avait abandonné la résidence, comme son texto le suggérait, alors je devais la sécuriser. Quatrièmement, l'assurance et les avantages sociaux. À 13h30, j'ai appelé les ressources humaines et expliqué la situation. Le représentant m'a guidé à travers le processus pour retirer Amandine comme bénéficiaire de ma mutuelle, ce qui était autorisé immédiatement en raison d'un changement de situation familiale. J'ai mis à jour le bénéficiaire de mon assurance vie pour mon frère, Daniel, au lieu d'Amandine. J'ai changé la désignation du bénéficiaire de mon plan d'épargne retraite et mis à jour tous mes contacts d'urgence. Le représentant des RH semblait surpris de ma systématicité, mais j'ai appris il y a longtemps que l'émotion et l'efficacité ne font pas bon ménage. Cinquièmement,
Les points d'accès partagés. J'ai changé notre mot de passe Netflix, puis Canal+, puis Amazon Prime Video. J'ai mis à jour le mot de passe du Wi-Fi de la maison et le code d'accès du système de sécurité. C'était de petites actions, même symboliques, mais chacune renforçait les limites qu'elle avait établies avec ce message. Elle avait clairement indiqué qu'elle tournait la page. Je me conformais à cette décision. Sixièmement, la documentation. J'ai créé une arborescence de dossiers sur mon ordinateur avec des sous-dossiers intitulés « Divorce »,« Communication »,« Divorce »,« Finance »,« Divorce »,« Juridique » et « Divorce »,« Chronologie ». J'ai pris des captures d'écran de chaque message entre nous, imprimé les relevés bancaires des 6 derniers mois et commencé un journal détaillé avec les dates, les heures et les descriptions de chaque action que je prenais. Maître Bellamy avait insisté sur la documentation, et j'allais tout documenter. À 14h30 le jeudi, moins de 15 heures après avoir reçu son texto, j'avais accompli plus de préparatifs de divorce que la plupart des gens ne le font en plusieurs semaines. Je me sentais efficace, concentré, étrangement calme. Ce soir-là, j'ai commandé une pizza à emporter de chez Mario, une pizzeria de quartier dont Amandine s'était toujours plainte qu'elle était trop simple à son goût. J'avais arrêté de le suggérer il y a des années pour éviter la dispute. Maintenant, j'ai commandé exactement ce que je voulais, une 4 fromages et un grand soda. J'ai mangé à la table de la cuisine en toute tranquillité, regardant un match de foot sur mon ordinateur portable. Aucun commentaire sur mes choix alimentaires. Pas de soupir passif-agressif à propos du sport. Juste le silence. À 20h45, mon téléphone a vibré avec un texto de Julie, la meilleure amie d'Amandine. Elle est vraiment blessée que tu n'aies pas appelé. J'ai fixé le message un instant avant de répondre. Elle m'a demandé de ne pas me mettre sur son chemin. Je respecte sa décision. Julie a répondu immédiatement. Elle ne pensait pas que tu abandonnerais comme ça. J'ai tapé avec soin. Elle a demandé le divorce. J'ai accepté sa décision. Ce n'est pas abandonner. C'est respecter son choix. Aucune réponse n'est venue après cela. Pour la première fois depuis des mois, peut-être même des années, la maison semblait véritablement calme. Il n'y avait pas de tension dans l'air. Pas de commentaires passifs-agressifs sur la façon dont je passais mon temps ou ce que je choisissais de regarder. Juste le calme et la paix. J'avais passé tellement de temps à essayer de comprendre ce qui n'allait pas, à essayer de réparer des choses que je ne pouvais même pas voir clairement, que j'avais complètement oublié ce que c'était que la paix. Assis là avec ma pizza et mon match de foot, j'ai réalisé que je marchais sur des œufs depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Vendredi matin, je suis allé en ville au bureau de Maître Bellamy à Marseille pour notre rendez-vous de 10h. Son bureau donnait sur le Vieux-Port, et il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et une satisfaction que je qualifierais de professionnelle. Nous nous sommes assis, et il a affiché le message d'Amandine sur l'écran de son ordinateur, le lisant à voix haute. Elle n'aurait pas pu être plus claire si elle avait essayé, a-t-il dit. Intention déclarée de divorcer, abandon de la résidence, demande explicite de représentation juridique. Cette chronologie est incroyablement nette d'un point de vue juridique. Nous avons discuté des lois françaises sur le divorce par consentement mutuel ou pour faute. Maître Bellamy a noté que le message d'Amandine établissait une chronologie claire de son intention et de ses actions. Cela compte pour tout le reste, a-t-il expliqué. Il a examiné toutes mes actions de séparation financière, hochant la tête avec approbation. Parfait. Vous avez protégé vos intérêts en réponse directe à ses intentions déclarées. Tout est documenté. Je lui ai tendu une clé USB contenant des captures d'écran, des relevés bancaires, des changements de compte, tout. Excellent, a-t-il dit. Déposons la requête aujourd'hui. Rendons cela officiel si c'est ce qu'elle veut. À 14h le vendredi, les frais de justice étaient payés et les papiers étaient soumis au tribunal. C'était officiel maintenant. Nous étions en procédure judiciaire. Vendredi après-midi, alors que je terminais mon travail, Amandine m'a envoyé un texto. Nous devrions probablement en parler. Je lui ai renvoyé les coordonnées de Maître Bellamy ainsi que l'adresse de son cabinet. Elle a répondu presque immédiatement. C'est vraiment comme ça que tu veux faire les choses? J'ai répondu, c'est comme ça que tu as dit que tu voulais faire les choses. Mon téléphone est resté silencieux après ça. Samedi après-midi, vers 14h30, j'organisais le garage quand j'ai entendu une voiture entrer dans l'allée.
Par la fenêtre, j'ai regardé Amandine sortir et se diriger vers la porte d'entrée. Elle a essayé sa clé. Elle ne fonctionnait pas. Elle a réessayé, la faisant bouger dans la serrure. Rien. Puis elle a frappé. J'ai pris une profonde inspiration, me suis dirigé vers la porte et l'ai ouverte. Je ne me suis pas écarté pour la laisser entrer. Tu as changé les serrures. Elle avait l'air sincèrement surprise. Tu as dit que tu avais pris des dispositions pour loger ailleurs, ai-je répondu d'un ton égal. Je n'ai rien abandonné. J'avais juste besoin d'un peu d'espace pour réfléchir clairement. Tu as envoyé un message disant que tu allais de l'avant avec un divorce. C'est une réflexion assez claire. Son visage a traversé plusieurs expressions. Je ne le pensais pas littéralement. Je n'ai même pas engagé de procédure. C'était juste un texto. Tu as dit, et je cite, « Je vais de l'avant avec le divorce. » C'est au présent, actif, pas contemplatif. Est-ce que je peux au moins entrer? J'ai besoin de prendre certaines de mes affaires. Fais une liste de ce dont tu as besoin. Tu peux coordonner la récupération par l'intermédiaire de ton avocat. C'est toujours ma maison, Romain. Selon ton message et ton avocat, quand tu en auras un, tu as établi ta résidence chez Julie pour une durée indéterminée. Son téléphone a sonné dans son sac à main. Elle l'a sorti, a jeté un coup d'œil à l'écran, et j'ai vu quelque chose traverser son visage, de la panique peut-être, ou de la culpabilité. Elle l'a mis en silencieux sans répondre. Tu devrais probablement répondre, ai-je dit, en la regardant attentivement. Ce n'est personne d'important. On dirait que c'est quelqu'un d'important, si tu le regardes pendant cette conversation. Elle a rangé rapidement le téléphone. Nous devons en parler correctement, comme des adultes. Fais en sorte que ton avocat contacte le mien. C'est la manière correcte. C'est ce que tu as demandé. Mon Dieu, Romain, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu devrais dire ce que tu veux dire. Ton texto était extrêmement clair sur ce que tu voulais. J'ai fermé la porte doucement mais fermement. Par la fenêtre, je l'ai regardée rester là un moment, puis s'asseoir sur le perron. Elle est restée là pendant près de 10 minutes, fixant son téléphone avant de finalement se lever et de partir en voiture. J'ai remarqué qu'elle avait regardé son téléphone 3 fois pendant qu'elle était assise là. Dimanche matin, la mère d'Amandine m'a envoyé un texto, « Amandine est dévastée. Peux-tu l'appeler, s'il te plaît ?» J'ai expliqué que je respectais la demande de sa fille d'avoir de l'espace et de suivre une procédure judiciaire. Quand sa mère m'a traité de cruel, j'ai répondu, « Je suis respectueux de ses souhaits déclarés. » Il y a une différence. Cet après-midi-là, un numéro inconnu a laissé un message vocal. Maître Christine Berger, une avocate, a dit qu'elle représentait Amandine et qu'elle avait besoin de discuter de préoccupations urgentes. Je l'ai transféré à Maître Bellamy. Il a répondu par texto, « Timing parfait. Laisse-moi m'en occuper. » Lundi au travail, des collègues ont remarqué que j'avais l'air plus calme. Quand Maître Bellamy a appelé à 10h30, il semblait amusé. J'ai eu une conversation intéressante avec Maître Berger. Elle s'inquiète de la rapidité de votre réponse et des séparations financières. J'ai demandé ce qu'Amandine voulait. D'après ce que je peux dire, elle pensait que vous vous battriez pour elle. Que vous la supplieriez. Au lieu de cela, vous vous êtes protégé efficacement. Maître Berger veut une réunion pour discuter de la réconciliation. J'ai demandé si Amandine voulait vraiment la réconciliation ou plus de temps pour explorer ses options. Richard a ri. C'est exactement la bonne question. Mardi matin, j'avais à peine bu mon premier café quand un courriel de Maître Bellamy est arrivé. Objet, vous voudrez voir ça. J'ai ouvert la pièce jointe et j'ai trouvé les réponses préliminaires à la communication préalable de l'avocate d'Amandine, y compris ses dossiers financiers pour la déclaration de patrimoine. J'ai parcouru les relevés de cartes de crédit et j'ai senti mon estomac se serrer. Des dépenses dans des restaurants haut de gamme de Paris, l'Ambroisie, l'Arpège, Pierre Gagnère. De multiples dépenses tout au long de septembre et octobre. Les frais d'hôtel ont ensuite attiré mon attention, le Bristol à Paris, du 28 au 29 septembre, 780 €. Le Meurice à Paris, du 12 au 13 octobre, 850 €. Des frais de vol sur la même carte. Marseille-Paris aller-retour. 3 réservations distinctes sur 6 semaines.
Tout cela sur la carte de crédit qu'Amandine avait toujours prétendu n'utiliser que pour les courses et les produits de première nécessité. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à faire des recoupements de dates avec mon calendrier. Du 28 au 29 septembre, le week-end où Amandine m'avait dit qu'elle allait à une thalasso avec Julie à Biarritz. Du 12 au 13 octobre, quand elle était censée être allée en voiture à Lyon pour rendre visite à sa tante qui était malade. Je me souvenais clairement des 2 week-ends parce que j'avais proposé de l'accompagner à Lyon, et elle avait insisté sur le fait que sa tante serait plus à l'aise avec sa seule visite. Chaque dépense de restaurant était dans le Triangle d'Or à Paris. Quelqu'un là-bas avait valu de multiples voyages coûteux, des mensonges élaborés et des centaines d'euros en dîners raffinés. Et ce n'était que les dépenses sur sa carte personnelle, celles qu'elle prétendait n'être que pour les produits de première nécessité. J'avais le pressentiment qu'il pourrait y en avoir plus sur d'autres cartes. J'ai appelé Maître Bellamy immédiatement. Elle n'allait pas à Lyon. Elle n'était à aucune thalasso. Elle était à Paris à plusieurs reprises pour quelqu'un. Je vois que vous avez trouvé les relevés, a dit Maître Bellamy. Un schéma intéressant, n'est-ce pas? Comment découvrons-nous qui c'est? Nous demandons ces relevés téléphoniques dans le cadre de la communication préalable. Son avocate a dû divulguer les informations financières, donc maintenant nous demandons les relevés de communication. Ils peuvent essayer de refuser, mais nous avons des motifs. Cette tromperie financière a un impact direct sur la répartition des biens. J'ai passé ma pause déjeuner à faire des recherches. J'ai parcouru les anciens comptes de médias sociaux d'Amandine, regardant des photos de ses années d'université à l'université d'Aix-Marseille. Là, identifié sur plusieurs photos de 2012 et 2013, se trouvait quelqu'un nommé Tristan de Verville. Ils avaient l'air proches sur les photos, très proches. J'ai cherché son profil actuel et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, Tristan de Verville, PDG et fondateur d'une start-up technologique à Paris. Son profil LinkedIn montrait qu'il avait déménagé dans la capitale il y a 5 ans. Puis j'ai trouvé l'article des Échos du mois d'août intitulé « L'entreprise de Tristan de Verville valorisée à 185 millions d'euros après une introduction en bourse réussie ». La chronologie s'est immédiatement mise en place. Annonce de l'introduction en bourse en août. Les premières dépenses d'Amandine à Paris sont apparues début septembre. J'ai envoyé un message à Maître Bellamy. Trouver un lien potentiel. Ex-petit ami de l'université nommé Tristan de Verville. Vient de devenir très riche. Vit à Paris. La chronologie correspond parfaitement. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Cela expliquerait l'urgence et la planification. Voyons ce que ces relevés téléphoniques nous disent. Mardi soir, Amandine a envoyé un texto demandant à parler sans avocat. Je l'ai redirigé vers Maître Bellamy. Quand elle a dit qu'elle avait fait une erreur, j'ai répondu que je respectais sa clarté. « Pourquoi es-tu comme ça ?» a-t-elle demandé. J'ai répondu, comme quoi? Respectueux de tes souhaits déclarés. Professionnel quant au processus que tu as demandé. Elle a dit que j'avais changé. J'ai répondu, je suis exactement celui que j'ai toujours été. La différence, c'est que je n'essaie pas de réparer quelque chose que tu as décidé de casser. Le lendemain, mercredi, au déjeuner, j'ai de nouveau rencontré Maître Bellamy. Les relevés téléphoniques étaient arrivés. Ils montraient 347 messages entre Amandine et Tristan sur 8 semaines, plus 23 appels allant de 15 minutes à 2 heures. La chronologie commençait le 15 août, juste après la nouvelle de l'introduction en bourse de Tristan. Maître Bellamy m'a montré une sélection de messages. Début août, Amandine reprenant contact avec Tristan. Fin septembre, prévoyant de me le dire bientôt. Début octobre, coordonnant les visites à Paris. Mi-octobre, discutant du divorce. Les messages cruciaux sont arrivés après le texto de divorce d'Amandine. 25 octobre, Amandine, je l'ai fait. Je lui ai dit. Réponse de Tristan 3 heures plus tard, lui a dit quoi exactement? Amandine a expliqué qu'elle voulait divorcer. Tristan a demandé si elle l'avait mentionné. Quand elle a dit pas encore, il a écrit, bien. Gardons ça comme ça pour l'instant. Amandine a demandé ce qu'il voulait dire. Juste que le divorce est compliqué. Voyons d'abord comment ça se passe. Les jours suivants montraient le désespoir croissant d'Amandine. Pourquoi ne réponds-tu pas? J'ai besoin de savoir que nous sommes solides. S'il te plaît, appelle-moi. Je ne comprends pas ce qui a changé.
Tristan n'a plus jamais répondu. Il l'a ghosté, ai-je dit. Maître Bellamy a hoché la tête. Au moment où c'est devenu réel. Il voulait l'aventure, pas l'engagement. Elle avait demandé le divorce pour quelqu'un qui a disparu en 48 heures. Ce soir-là, Amandine est apparue à ma porte vers 18h45, ayant l'air plus mal en point que je ne l'avais jamais vue. Des cernes sous les yeux suggéraient qu'elle n'avait pas dormi. Ses cheveux étaient attachés en arrière de manière désordonnée, et elle portait un pantalon de survêtement et un vieux t-shirt de l'université. Ce n'était pas l'Amandine qui avait soigneusement soigné son apparence pendant 11 ans. J'ai ouvert la porte mais je suis resté dans l'encadrement, bloquant toute entrée. « Je sais que tu me détestes probablement en ce moment », a-t-elle dit, sa voix déjà tremblante. « Je ne te déteste pas », ai-je répondu honnêtement. « Alors pourquoi ne veux-tu pas me parler ? Vraiment parler ? Je te parle en ce moment même. » Vraiment parler, a-t-elle répété, en insistant sur le mot, de réparer ça, de nous. Il n'y a rien à réparer, Amandine. Tu y as mis fin. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Tu as pris une décision calculée. Il y a une différence substantielle entre ces deux choses. Elle avait l'air sincèrement confuse, comme si elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si précis avec le langage. Que veux-tu dire par calculer ? Depuis combien de temps étais-tu en contact avec Tristan de Verville avant de m'envoyer ce message ? Son visage est devenu complètement pâle. La couleur a disparu si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Comment sais-tu ? Comment sais-tu pour Tristan ? Relevé téléphonique, communication préalable financière. Tout est maintenant une documentation légale. C'est ce que tu voulais quand tu as demandé des avocats. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'était pas comme ça. 8 semaines de planification, ai-je dit, d'une voix égale. De multiples voyages à Paris financés par notre compte commun. 3 week-ends distincts où tu m'as menti sur l'endroit où tu allais. T'assurant absolument d'avoir un endroit sur où atterrir avant de quitter le navire. Elle ne pouvait rien nier. Quand elle a essayé de prétendre que ce n'était pas comme ça, je lui ai demandé directement comment c'était. Elle a admis qu'elle parlait à Tristan. Admis que c'était devenu plus que de simples conversations. Admis qu'elle avait pensé qu'il y avait peut-être quelque chose de réel avec lui. Et puis que s'est-il passé, ai-je demandé. Et puis je t'ai parlé du divorce. Et elle s'est interrompue. Il a changé d'avis, ai-je terminé pour elle. Il a disparu, a-t-elle corrigé, la voix brisée. Il t'a ghosté au moment où c'est devenu réel. Alors tu es revenu ici. Elle a hoché la tête, des larmes commençant à couler maintenant. Je suis revenu parce que j'ai réalisé ce que nous avions, ce que je jetais. Tu es revenu parce que ton plan de secours a échoué de manière spectaculaire. Il y a une différence fondamentale, Amandine. Son téléphone a vibré dans sa poche. Elle l'a vérifié instinctivement, ne pouvait pas s'en empêcher. J'ai vu le mouvement, le geste automatique, le rapide coup d'œil à l'écran. C'est Tristan, ai-je demandé. Elle a serré le téléphone plus fort. Non, c'est Julie qui prend de mes nouvelles. Montre-le-moi alors. Si c'est Julie, montre-moi juste l'écran. Elle a rapproché le téléphone de sa poitrine, le protégeant. Je n'ai rien à te prouver. Je ne suis pas en procès ici. Tu n'as rien à prouver, ai-je dit calmement. Ta réaction l'a déjà fait. Même maintenant, debout ici à me dire que tu veux réparer notre mariage, tu vérifies toujours les messages de sa part. Espérant toujours qu'il reviendra. Le gardant comme plan de secours tout en me gardant comme plan de secours. Ce n'est pas juste. Montre-moi ton téléphone alors. Prouve-moi que j'ai tort. Long silence. Elle a regardé son téléphone, puis moi, puis de nouveau son téléphone. Elle n'a pas bougé pour me montrer quoi que ce soit. Ton avocat contactera le mien pour les prochaines étapes, ai-je dit, et j'ai lentement fermé la porte. Je ne l'ai pas claquée. Pas besoin. Je l'ai juste fermée fermement et l'ai verrouillée. Par la fenêtre, je l'ai regardée s'asseoir sur le perron. Elle est restée là pendant près de 20 minutes cette fois, fixant son téléphone, tapant des messages, les effaçant, tapant à nouveau. Finalement, elle s'est levée, est montée dans sa voiture et est partie. J'ai remarqué qu'elle regardait toujours son téléphone en sortant de l'allée.
Jeudi matin a apporté un courriel de Maître Bellamy demandant ma présence à une réunion d'urgence. L'avocate d'Amandine avait pris contact, affirmant que sa cliente avait de sérieux doutes sur le divorce et voulait explorer des alternatives. Ça devrait être intéressant, a écrit Maître Bellamy. La réunion a eu lieu à 14 h dans la salle de conférence de Maître Bellamy. Étaient présents moi-même, Maître Bellamy, Amandine et son avocate, Maître Christine Berger. Amandine avait l'air d'avoir pleuré toute la matinée. Maître Berger, en revanche, avait l'air professionnellement composé, mais légèrement mal à l'aise. Maître Berger a commencé immédiatement. Ma cliente était en grande détresse émotionnelle lorsqu'elle a envoyé ce premier message. Elle demande que nous traitions cette affaire comme une séparation temporaire plutôt que comme un motif de procédure de divorce formel. Maître Bellamy a fait glisser un dossier sur la table de conférence. Votre cliente a spécifiquement déclaré, et je cite, « Je vais de l'avant avec le divorce. Nous pouvons régler les détails par l'intermédiaire de nos avocats. Mon client a respecté ses souhaits clairement exprimés et a protégé ses intérêts en conséquence, comme toute personne raisonnable le ferait. » Maître Berger a jeté un coup d'œil à Amandine, qui fixait la table. Néanmoins, les émotions étaient vives. Les gens disent des choses sous le coup de l'émotion. Ce n'était pas le coup de l'émotion, a interrompu Maître Bellamy calmement. C'était un message envoyé à 23h32 après une réflexion apparemment mûre. Pas pendant une dispute, pas en réponse à un conflit. Juste une décision unilatérale délivrée par texto. Amandine a finalement levé les yeux. Romain, s'il te plaît, ne pouvons-nous pas simplement en parler comme des gens normaux? J'étais resté silencieux jusqu'à ce moment, laissant Maître Bellamy s'occuper des aspects juridiques, mais maintenant j'ai parlé. Quand as-tu contacté Tristan de Verville pour la première fois? Les yeux d'Amandine se sont écarquillés. Maître Berger a posé sa main sur le bras d'Amandine, un signal clair de ne pas répondre, mais j'ai continué. Le 15 août, n'est-ce pas? 2 jours après la parution de l'article des Échos sur son introduction en bourse. Puis tu lui as rendu visite à Paris 3 week-ends distincts. Le 28 septembre, le 12 octobre et le 19 octobre. Tu m'as dit que tu allais à une thalasso, que tu rendais visite à une tante malade à Lyon et que tu assistais à la fête d'anniversaire de Julie, mais tu étais en fait à Paris avec Tristan. Maître Berger a commencé à objecter, mais j'ai continué, ma voix toujours calme et égale. Les relevés téléphoniques montrent 347 messages sur 8 semaines, 23 appels téléphoniques. Planification, coordination, construction d'une relation alors que tu dormais encore dans mon lit chaque nuit. Quand a-t-il cessé de répondre à tes messages, Amandine? Elle a regardé Maître Berger, impuissante. Maître Berger lui a chuchoté quelque chose, mais le sang-froid d'Amandine se fissurait. Le 25 octobre, ai-je répondu à ma propre question. Le lendemain du jour où tu m'as envoyé ce texto de divorce, il a complètement disparu. Et maintenant tu veux tout annuler parce que ton plan de secours s'est évaporé. Ce n'est pas, a commencé Amandine. Montre ton téléphone à tout le monde, ai-je dit doucement. Maintenant. Montre-nous que tu n'essaies pas encore de le joindre. Montre-nous ces messages. Prouve que tu es ici parce que tu veux réparer notre mariage, pas parce que tu n'as nulle part où aller. Amandine a regardé son téléphone posé sur la table devant elle. Elle ne l'a pas pris. Ne s'est pas approchée. Elle l'a juste fixé comme s'il allait exploser. Je m'en doutais, ai-je dit et je me suis levé. J'en ai fini avec cette réunion. Déposer ce qui doit être déposé. Je signerai ce qui doit être signé. Mais je ne vais pas rester assis ici à être le lot de consolation de quelqu'un pendant qu'elle attend de voir si son premier choix change d'avis. Amandine a attrapé mon bras alors que je passais. Romain, s'il te plaît. Je me suis arrêté mais je ne l'ai pas regardé. Tu as passé 2 mois à planifier de me quitter pour quelqu'un d'autre. Puis tu ne veux revenir qu'après qu'il t'a rejeté. Et même maintenant, tu ne peux pas me montrer ton téléphone parce que tu lui envoies encore des messages. Espérant encore. Je ne suis pas ton plan de secours, Amandine. Je ne suis pas ton filet de sécurité. Trouve quelqu'un d'autre pour te rattraper. Je suis sorti de la salle de conférence. Maître Bellamy a suivi un instant plus tard, son expression se situant entre l'impressionné et le satisfait. C'était parfait, a-t-il dit une fois que nous étions dans le couloir. Clair, contrôlé et complètement définitif.
Le genre de déclaration qui rend très difficile pour la partie adverse de prétendre que votre attitude est déraisonnable. Je pensais chaque mot, lui ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. C'est pour ça que ça a si bien fonctionné. Vendredi, Maître Bellamy a appelé au sujet de l'emploi d'Amandine. Elle avait été mise en congé administratif pour détournement de ressources de l'entreprise, en particulier pour avoir facturé des voyages personnels à Paris sur sa carte de crédit d'entreprise. Quelqu'un l'avait signalé anonymement aux ressources humaines. Tristan. Il ne voulait vraiment aucun lien avec la situation. Donc, elle utilisait à la fois sa carte personnelle de votre compte commun et sa carte d'entreprise, a dit Maître Bellamy. Cela rend la tromperie financière encore pire. La communication préalable financière a montré qu'Amandine avait dépensé plus de 7 500 € de notre compte commun pour sa relation avec Tristan. Vêtements de créateur, bijoux, soins au spa, tout pour impressionner quelqu'un qui a disparu en quelques jours. Samedi après-midi, un colis Chronopost est arrivé. Adresse de l'expéditeur, Tristan de Verville, Paris. À l'intérieur se trouvaient des conversations textuelles imprimées entre lui et Amandine avec une note « Je ne veux pas être entraîné dans votre divorce ». Celle-ci montre ce qui s'est réellement passé. Les messages révélaient tout. Amandine avait pris contact la première, avait posé des questions sur sa richesse, suggéré de se rencontrer en personne, s'était plainte que j'étais ennuyeux et avait demandé s'il était célibataire. Tristan avait encouragé tout cela. Ils avaient prévu qu'Amandine déménage à Paris. Elle lui a dit le 24 octobre qu'elle me le disait ce soir-là. Sa réponse du 25 octobre demandait si elle était déjà séparée. Quand elle a dit non, il a répondu « Ça change les choses. Je ne réalisais pas que vous viviez encore ensemble comme des gens mariés. » La conversation s'est détériorée à partir de là, Tristan affirmant qu'il ne pouvait pas être la raison pour laquelle quelqu'un divorçait et Amandine protestant qu'il avait dit vouloir être ensemble. J'ai tout envoyé à Maître Bellamy le dimanche. Nous nous sommes rencontrés à son cabinet. Il se protège juridiquement, a dit Maître Bellamy. Mais c'est une preuve directe de préméditation et de tromperie. Nous avons créé une chronologie complète d'où à nos jours. Les semaines suivantes ont révélé d'autres conséquences. Amandine a perdu son emploi officiellement. La rumeur s'était répandue sur l'affaire de la carte d'entreprise et sa liaison. Elle a essayé de rester chez Julie les 2 premières semaines, mais cet arrangement s'est rapidement effondré. Maintenant, elle vivait chez ses parents à Gardanne, de retour dans sa chambre d'enfant à 36 ans. Son cercle social avait pris ses distances. Tristan sortait publiquement avec quelqu'un de nouveau. Lorsque nous sommes finalement arrivés à l'audience pour la prestation compensatoire fin novembre, le juge a tout examiné, l'initiative du divorce par Amandine, son abandon du domicile, l'épuisement des fonds matrimoniaux pour une relation extra-conjugale et sa perte d'emploi due à sa propre mauvaise conduite. Le juge a rejeté sa demande de prestation compensatoire. À l'extérieur du palais de justice, Amandine m'a demandé si j'allais vraiment la laisser sans rien. J'ai répondu, je te laisse avec exactement ce que tu as choisi. Tu voulais quitter le mariage. Je me conforme à cela. Début décembre, nous nous sommes rencontrés pour la conférence de règlement final. Les négociations avaient été simples une fois qu'Amandine a réalisé qu'elle n'avait aucun moyen de pression. Je garderai la maison d'Aix-en-Provence, mes comptes de retraite et 70% de ce qui restait dans notre épargne commune après sa folie dépensière. Elle obtiendrait son compte de retraite, tous ses effets personnels et 30% de l'épargne. C'était plus généreux que ce que Maître Bellamy pensait que je devais être, mais je voulais en finir. Quand nous avons signé les papiers, la main d'Amandine tremblait en prenant le stylo. La salle de conférence était silencieuse, à l'exception du crissement des signatures sur les documents. Après avoir signé la dernière page, elle a levé les yeux vers moi. « Puis-je te demander quelque chose ?» Sa voix était à peine un murmure. « Vas-y. Est-ce que tu m'as déjà vraiment aimé ? » Jean, sincèrement aimé. J'ai pensé à mentir, à rendre les choses plus faciles pour nous deux. Mais elle avait demandé l'honnêteté, alors je la lui ai donnée. Chaque jour pendant 11 ans. Même les jours où les choses semblaient difficiles. Même quand nous ne communiquions plus comme avant. Je t'aimais. Chaque matin où je me réveillais à côté de toi, j'étais reconnaissant que tu sois là. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors comment peux-tu simplement me laisser partir comme ça ? Comment peux-tu être si bien avec l'idée de t'en aller ? Parce que tu me l'as demandé.
Tu as passé 2 mois à planifier soigneusement de me quitter pour quelqu'un d'autre. Puis tu n'as voulu revenir que lorsque ton plan de secours a échoué. Ce n'est pas de l'amour, Amandine. C'est de la commodité. C'est avoir peur d'être seule. Et je m'aime trop pour être l'option de convenance de quelqu'un ou son filet de sécurité. Je t'aimais vraiment, a-t-elle dit, les larmes coulant maintenant librement. Peut-être que tu m'aimais à ta manière, mais tu aimais plus l'idée de quelque chose d'autre. Tu aimais ce que Tristan représentait. L'excitation, la richesse, un nouveau départ. Et c'est normal. Les gens veulent ce qu'ils veulent. Tu découvres simplement que ce que tu voulais avait un coût que tu n'étais pas prête à payer. Elle a essuyé ses yeux avec un mouchoir que Maître Berger lui a tendu. Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant. Je n'ai pas de travail. Je vis chez mes parents à 36 ans et je n'ai aucune idée de comment avancer. C'est le problème quand on brûle les ponts alors qu'on est encore dessus, ai-je dit, sans méchanceté. Finalement, il faut apprendre à nager. Mais tu y arriveras. Tu es intelligente et capable quand tu n'es pas distraite à courir après quelque chose qui n'est pas réel. Elle a rassemblé ses papiers et s'est levée pour partir, mais s'est arrêtée à la porte. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien ni ne change rien, mais je suis sincèrement désolé de la façon dont j'ai géré tout ça. J'apprécie, ai-je dit, et je le pensais. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je ne peux simplement plus faire partie de cette recherche. Ce fut la dernière conversation que nous avons eue. Le divorce est devenu définitif le 1er juin, environ 7 mois après que son message soit arrivé sur mon téléphone. Au moment où le divorce est devenu définitif, ma vie s'était complètement transformée. J'avais perdu 9 kilos. Pas à cause du stress, mais en prenant réellement soin de moi à nouveau. Courir au parc Borély 3 matins par semaine, faire de la randonnée dans les calanques les week-ends, manger les repas que je voulais vraiment au lieu de faire des compromis sur les restaurants pour éviter les conflits. La promotion au travail était arrivée en mars, apportant un meilleur salaire et un titre que je visais depuis des années. J'avais repeint la chambre principale, remplaçant le beige sur lequel Amandine avait insisté par un bleu profond que j'aimais vraiment. J'ai acheté de nouveaux meubles pour le salon, faisant en sorte que la maison soit la mienne et non la nôtre. J'avais renoué avec des amis d'université que j'avais perdus de vue pendant le mariage. J'ai commencé à participer à un groupe de randonnée mensuel. J'ai fait un week-end dans le parc national des Écrins avec mon frère, Daniel. J'ai recommencé à lire, quelque chose que j'avais arrêté de faire il y a des années sans m'en rendre compte. En avril, j'ai rencontré Chloé lors d'une randonnée de groupe. Elle était drôle, directe et rafraîchissante d'honnêteté sur ce qu'elle voulait. Nous sortons ensemble de manière décontractée depuis environ 6 semaines maintenant, en prenant notre temps, mais c'était différent de ce que c'était avec Amandine. Plus léger, plus facile, comme si je ne marchais pas sur des œufs ou n'essayais pas de décoder des significations cachées dans chaque conversation. Un soir de fin mai, j'étais assis sur ma terrasse avec une bière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose. Mon téléphone a vibré avec un texto de Chloé. Toujours d'accord pour le dîner demain? Il y a un nouveau restaurant de sushi à Cassis que je veux essayer. J'ai répondu par texto, absolument. J'ai hâte. Moi aussi, a-t-elle répondu. Randonnée dans les calanques dimanche si le temps le permet. Parfait, ai-je écrit. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une longue gorgée de ma bière. 6 mois plus tôt, Amandine avait envoyé un message mettant fin à notre mariage. Elle s'était attendue à ce que je me batte, que je supplie, que je fasse de grands gestes pour prouver mon amour. Au lieu de cela, j'avais accepté sa décision et je m'étais protégé. Elle avait perdu son travail, son indépendance et sa dignité, en essayant d'annuler un choix qu'elle avait fait impulsivement. J'avais perdu un mariage qui était déjà en train de mourir et j'avais gagné une clarté absolue sur ce que je voulais réellement de la vie. La vie après le message d'Amandine n'était pas ce à quoi je m'attendais quand j'avais lu ces mots pour la première fois. C'était nettement mieux. Parfois, le plus grand cadeau que quelqu'un puisse vous faire est de vous montrer exactement qui il est quand il pense que vous ne faites pas attention. Amandine m'avait offert ce cadeau, emballé dans un message de fin de soirée, et j'y ai répondu en l'acceptant complètement et en allant de l'avant. Elle avait écrit qu'elle allait de l'avant avec le divorce et s'attendait à ce que je reste en retrait. Elle était allée de l'avant avec ses plans, et je n'étais pas du tout resté en retrait. J'étais allé de l'avant aussi, juste dans une direction complètement différente de celle qu'elle avait jamais anticipée.